Je parle aujourd'hui parce que le silence est devenu plus lourd que la vérité. Pendant 31 ans, j'ai servi l'État. 31 ans à effacer, à réécrire, à faire disparaître ce qui ne devait jamais exister aux yeux du public. Je ne demande pas de pardon. Je ne cherche pas de rédemption. Je parle simplement parce que le poids de ce que je sais est devenu insupportable, et parce que le temps, pour moi, commence à manquer. Ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai couvert, personne n'était censé le savoir. Et pourtant, je vais vous dire comment ça fonctionne. Pas les secrets eux-mêmes, non, mais la mécanique du silence. Parce que c'est ça, le vrai secret. Pas ce qu'on cache, mais comment on le cache. Je suis né dans une famille modeste. Mon père travaillait à l'usine, ma mère était couturière. Rien de remarquable, rien d'extraordinaire. J'ai grandi avec l'idée que servir l'État, c'était noble. C'était une forme de contribution, de devoir citoyen. Quand j'ai été accepté dans l'administration, j'avais 23 ans. J'étais fier. Ma mère pleurait de joie. Mon père m'a serré la main avec une solennité que je n'oublierai jamais. Je pensais que j'allais protéger mon pays, servir la justice, défendre les valeurs qu'on m'avait enseignées. J'étais discipliné, méthodique, dévoué. Je croyais sincèrement que j'étais du bon côté. Que les institutions étaient là pour protéger le citoyen, pour garantir l'ordre, pour faire respecter la loi. Pendant les premières années, cette conviction ne s'est jamais fissurée. Je faisais mon travail avec rigueur, avec fierté même. Je rentrais chez moi le soir en me disant que j'avais contribué à quelque chose de plus grand que moi. C'était une époque où je dormais bien, où je regardais mes enfants dans les yeux sans détourner le regard. Une époque où je croyais encore. Puis, progressivement, j'ai commencé à comprendre comment le système fonctionne vraiment. Ce n'est pas un complot. Ce n'est pas une organisation secrète avec des hommes en costume dans des salles obscures. Non, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus ordinaire. C'est une série de petits ajustements, de petites corrections, de petits silences. Un rapport qui arrive sur votre bureau, et votre supérieur vous dit de le reformuler. Juste quelques mots, rien de grave. On ne vous demande pas de mentir, on vous demande d'être moins précis. De nuancer. De contextualiser. Vous le faites une fois, et ça passe. Vous le faites 10 fois, et ça devient normal. Vous le faites 100 fois, et vous ne vous posez même plus la question. Des preuves qui disparaissent, ce n'est pas un vol spectaculaire. C'est un dossier qu'on ne retrouve plus. Un fichier informatique qui a été mal sauvegardé. Un témoignage qui n'a jamais été formellement enregistré. Et quand quelqu'un pose la question, on répond avec un haussement d'épaule, avec une excuse administrative. Personne ne ment ouvertement. On se contente de ne pas insister. Les ordres, eux, ne viennent presque jamais par écrit. C'est une conversation dans un couloir. Un regard entendu pendant une réunion. Une phrase vague, du genre « il serait préférable que cette affaire ne prenne pas trop d'ampleur ». Vous comprenez ce qu'on attend de vous sans qu'on ait besoin de le dire explicitement. Et si jamais les choses tournent mal, personne ne peut prouver qu'on vous a ordonné quoi que ce soit. Le plus dangereux, voyez-vous, ce n'est pas l'ordre. C'est l'habitude. C'est cette normalisation progressive de l'encombrement. Après quelques années, vous ne vous demandez même plus si ce que vous faites est juste. Vous vous demandez seulement si c'est conforme à la procédure. Il y a eu un moment, un cas précis, où quelque chose s'est brisé en moi. Je ne peux pas vous donner les détails, mais je peux vous dire l'essentiel. C'était une affaire qui impliquait des innocents. Des gens ordinaires, qui n'avaient rien fait de mal, qui se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. L'enquête avait révélé des éléments gênants. Des éléments qui remettaient en question certaines actions officielles, certaines décisions prises en haut lieu. Le dossier est arrivé sur mon bureau avec une instruction très claire, bien que jamais formulée par écrit, il fallait clore l'affaire. Rapidement. Discrètement. Sans faire de vagues. J'ai relu les témoignages, les rapports d'expertise, les pièces à conviction. Tout pointait dans une direction évidente. Mais cette direction était inacceptable pour l'institution. Alors j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai réécrit certaines parties du rapport. J'ai minimisé certains faits. J'ai orienté les conclusions de manière à ce que l'affaire puisse être classée sans suite. Officiellement, tout était en ordre. Officieusement, je savais que c'était faux. Je savais que des personnes innocentes allaient porter le poids de quelque chose qu'elles n'avaient pas fait.
Je savais qu'on privait des familles de vérité, de justice. Et j'ai signé quand même. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai regardé mes mains. Elles tremblaient. Pas de peur, non. De honte. Mais le lendemain, je suis retourné au bureau. Et j'ai continué. Parce que refuser, c'était mettre fin à ma carrière. C'était devenir un problème. Et dans ce système, les problèmes ne sont pas tolérés. Ils sont écartés. Le prix du silence, personne ne vous en parle au début. On ne vous explique pas ce que ça coûte. Mais ça coûte. Ça coûte énormément. J'ai commencé à mal dormir. Pas immédiatement, mais progressivement. D'abord quelques nuits par mois, puis toutes les semaines, puis presque chaque nuit. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant, avec l'impression d'avoir oublié quelque chose d'essentiel. Sauf que ce n'était pas quelque chose que j'avais oublié. C'était quelque chose que je refusais de me rappeler. La paranoïa s'est installée. Je vérifiais mes mots, même avec ma femme, même avec mes enfants. J'avais peur de parler dans mon sommeil, peur de laisser échapper un détail, un nom, une date. Je suis devenu distant. Ma femme me posait des questions. Elle me disait que je n'étais plus le même, que je semblais ailleurs, que je ne la regardais plus vraiment quand elle me parlait. Elle avait raison. Je n'étais plus là. J'étais prisonnier de ce que je savais, de ce que j'avais fait. Mes enfants ont grandi en pensant que leur père était un homme silencieux, fermé, froid. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Moi non plus, à vrai dire. Enfin, si. Je comprenais. Mais je ne pouvais rien dire. Le pire, c'est que j'ai commencé à me mépriser. Je me regardais dans le miroir et je ne reconnaissais plus l'homme qui me fixait. Ce n'était plus le jeune homme fier qui avait juré de servir la justice. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je n'aurais jamais voulu devenir. Je n'avais plus peur de ce que je savais. J'avais peur de ce que j'étais devenu. Les dernières années ont été les plus difficiles. Pas parce que les affaires étaient pires, mais parce que rien ne changeait. C'était toujours la même mécanique, les mêmes compromis, les mêmes silences. J'ai vu arriver de jeunes agents, pleins d'idéalisme, pleins d'énergie. Exactement comme j'avais été. Et j'ai vu le système les broyer, lentement, méthodiquement. Je les voyais faire les mêmes erreurs que moi, accepter les mêmes compromis, avaler les mêmes couleuvres. Et je ne disais rien. Parce que leur dire la vérité, c'était me condamner moi-même. Alors je les regardais se transformer, devenir des versions plus jeunes de moi. Complices. Silencieux. Efficaces. Vers la fin, j'ai compris quelque chose de fondamental, le système n'avait pas besoin de moi. Il n'avait jamais eu besoin de moi. J'étais remplaçable. Nous étions tous remplaçables. L'État, lui, continue. Les institutions continuent. Les mécanismes continuent. Peu importe qui les fait fonctionner. Quand j'ai pris ma retraite, il n'y a pas eu de grande cérémonie. Juste une poignée de main, un petit discours convenu, et une montre gravée. J'ai quitté le bâtiment avec un carton contenant quelques effets personnels, et je me suis dit que c'était fini. Mais ce n'était pas fini. Parce que ce que j'avais fait, ce que j'avais vu, ça reste. Ça ne disparaît pas avec la retraite. Alors pourquoi je parle maintenant? Pourquoi, après toutes ces années de silence, je décide de dire quelque chose? Ce n'est pas pour me racheter. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Ce n'est pas non plus pour dénoncer des personnes spécifiques. Je ne vais pas donner de nom, je ne vais pas révéler de secrets d'État. Ce que je veux révéler, c'est le fonctionnement. La méthode. Parce que tant que les gens croient que les secrets sont des événements isolés, des scandales exceptionnels, ils ne comprendront pas. Le vrai secret, c'est que ce n'est pas exceptionnel. C'est quotidien. C'est systémique. C'est la manière dont l'institution se protège, se perpétue, se justifie. Je parle parce que le temps m'est compté maintenant. Je suis vieux, je suis fatigué, et je n'ai plus grand-chose à perdre. Je parle parce que le silence ne protège personne. Il protège seulement le système. Il protège ceux qui continuent de faire ce que j'ai fait, de couvrir ce que j'ai couvert. Et je parle parce que je veux que les gens sachent. Pas les détails, non. Mais le mécanisme. La logique. La banalité du mal administratif. Je ne révèle pas des noms.
Je révèle un fonctionnement. Il n'y aura pas de conclusion heureuse à cette histoire. Je ne vais pas vous dire que j'ai trouvé la paix, que j'ai fait la paix avec mon passé. Ce serait un mensonge. Je vis avec ce que j'ai fait. Je vis avec ce que je n'ai pas fait, avec ce que j'aurais dû dire et que je n'ai jamais dit. Je ne cherche pas l'absolution. Je ne l'attends pas. Je ne la mérite probablement pas. Ce que je veux, c'est que vous compreniez que ce que j'ai fait, des milliers d'autres personnes le font en ce moment même. Dans des bureaux, dans des administrations, dans des institutions que vous considérez comme légitimes et respectables. Ils réécrivent des rapports. Ils font disparaître des preuves. Ils obéissent à des ordres qui ne sont jamais formulés clairement. Et ils se disent, comme je me le suis dit pendant 31 ans, qu'ils n'ont pas le choix. Que c'est comme ça que ça fonctionne. Que c'est pour le bien commun. Ce qui a été couvert ne disparaît pas. Ça reste là, enfoui dans des archives, dissimulé derrière des procédures, protégé par des clauses de confidentialité. Et tant que personne ne remet en question le système lui-même, tant que tout le monde continue de croire que ce sont des cas isolés, rien ne changera. D'autres continueront de couvrir. D'autres continueront de se taire. D'autres continueront de se transformer en ce que je suis devenu. Ce que personne ne devait savoir, ce n'est pas un secret. C'est une méthode.